l'image de la domination blanche. Pour que tu sois un bon Renois ou un bon Maghrébin, t'as qu'une manière de parler. Pour être un bon leader, il faut être un très grand serviteur. Tu changeras quand la douleur de ta situation sera supérieure à la douleur du changement. Salam alaikum. Patrick, comment ça va, frère? Hola alaikum. Hola alaikum, exact. Hola alaikum. Alaikum, hola. Ça fait plaisir de te recevoir ici. Ouais, moi ça fait plaisir d'être là. Tu vois, ici, on est dans le podcast Le Plafond de Verre. Ok. Je t'ai déjà parlé du concept? Non. Ok. Le Plafond de Verre, c'est un podcast dans lequel on va aborder des sujets liés à l'identité, liés à, je ne vais pas dire à l'immigration parce que ce n'est pas le terme, mais à l'histoire d'un noir en France. Okay. En l'occurrence toi aujourd'hui, ou d'un arabe en France, ou d'un enfant d'immigré en France, d'un musulman, d'une femme, qui peut être aussi immigrée, musulmane, voilée ou quoi. Et on aborde en fait le sujet de l'identité et des plafonds de verre que ces personnes, des personnes comme nous, vont rencontrer à travers leur vie dans un pays occidental, en l'occurrence la France pour nous. Donc moi, dans mon podcast, j'ai pas d'intro spécifique, tu vois, je présente le concept et surtout, je présente mon invité. En tout cas, l'invité se présente et nous raconte son histoire. Je vais te poser des questions liées à ce que tu as pu rencontrer comme plafond de verre toi-même. On va parler d'entrepreneuriat. Parce que j'ai la conviction que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un vecteur de contournement ou de destruction des plafonds de verre. Bien sûr. Et voilà, et je te laisse te présenter et nous raconter un peu ce que tu fais. Alors, moi, je m'appelle Patrick Soulaï. Je suis coach et mentor pour les esprits singuliers. Les esprits singuliers, c'est les gens qu'on essaie de mettre dans une case ou qu'on a déjà mis dans une case avec des appellations comme HPI, HPE, TDAH ou pas forcément ces cases-là, mais des cases familiales. Quand, par exemple, tu es dans une famille que tu ne ressembles pas du tout à la norme et que tu es un peu le vilain petit canard, c'est ça que j'appelle les esprits singuliers. Et je suis dans l'accompagnement depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Et j'ai étudié les sciences du comportement en France et à l'étranger. Donc, je me sers de mon expérience et de mon expertise pour partager tout ça à ces personnes-là afin qu'elles se sentent le mieux possible. C'est intéressant parce que du coup, ton expertise, bon voilà, on travaille ensemble, donc je sais ce que peut provoquer, franchement, ne serait-ce qu'une conversation avec toi. Oh, c'est gentil. Personnellement, ça me fait switcher à certains niveaux, ça me fait voir d'autres perspectives. Tu vois. Donc j'ai un petit aperçu de ce que peut faire ton travail chez tes clients. Mais la première question que je vais poser, c'est pas sur ton travail. Yes. C'est une question que je pose à chacun des invités. Quel est le premier plafond de verre que tu as rencontré selon toi dans ta vie et à quelle époque? Le premier plafond de verre, je te dirais que j'ai rencontré, je devais avoir, je sais pas, je pense 5 ou 6 ans. C'est quand on m'a fait remarquer que j'étais noir. Quand on m'a fait remarquer que j'étais noir, parce que je sais plus, j'avais 2 potes, donc je me rappelle très bien, il y en a un qui s'appelait Kamel, l'autre Fabien. Et c'était à l'époque où j'étais en Normandie, je sais plus, on disait quoi, et là ils m'ont fait remarquer que j'avais pas la même couleur qu'eux, tu vois. Kamel, il était relou parce que lui aussi, il avait pas, tu vois. Mais en fait, non, il était blanc, bronzé, tu vois. Donc, mais moi, c'est la première fois où c'est pas que je le savais pas, mais le premier plafond de verre, c'est est-ce que c'est un problème, en fait? En quoi c'est dérangeant? Tu vois, parce que moi, j'ai jamais vécu ça comme ça. En gros, c'est la potentielle croyance que ça a pu créer dans ton esprit, le plafond de verre? Non, ça a jamais créé cette croyance-là. Mais j'ai compris que ça pouvait être un problème pour les autres. Tu vois? Et là, je me suis dit, est-ce que ça, c'est mon caractère? Ah ouais? Vous pensez que c'est une limite, ça? Attends. Donc, ouais, c'est le premier plafond de verre très tôt que j'ai perçu. Ouais. Est-ce que, donc, à cet âge-là, une fois que tu as compris, ou en tout cas que tu as été confronté à ça, tu as commencé à sentir des différences dans la manière dont tu étais traité, ou est-ce que toi-même, tu as commencé à agir de manière différente par rapport aux autres? Non, j'ai jamais agi de manière différente, mais par contre, j'ai vu que j'étais traité différemment. J'ai conscientisé que j'étais traité différemment. Les fameuses phrases « Ouais, toi, on t'aime bien, mais t'es pas comme les autres. C'est qui les autres? Pourquoi? C'est quoi ?» Et puis après, j'ai conscientisé aussi que de par ma couleur, on avait des pensées, enfin comment dire ça, de par ma couleur, je devais être ceci ou cela, ou tu vois, je l'ai connu un peu plus tard,
quand j'étais au lycée, et pourtant là, j'étais pas en Normandie, j'étais en 93, où j'ai un prof au lycée qui était étonné que j'étais un bon élève. Ok. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, c'était mon prof de sport en plus. À un moment, il a dit quelque chose où il me menace. De toute façon, je vais parler à ton prof principal parce que au niveau des cours, je lui ai dit, regardez. Il est revenu, il m'a dit, ah mince, mais il était un bon élève. Je lui ai dit, pourquoi j'en serais pas un ? C'est vraiment quelque chose de très... c'est pas assumé, hein, mais à un moment, tu commences à avoir l'expérience, tu as compris, quoi. Ouais, tu comprends qu'il y a quelque chose derrière, Ouais. derrière ces questions et derrière ces manières de réagir à ce que tu peux faire ou ce que tu peux être, les comportements que tu as. Exactement. Et du coup, ce que je comprends là dans ce que tu me dis, c'est que même si tu t'es retrouvé, je ne peux même pas parler de confrontation, parce que finalement, j'ai l'impression que tu t'en foutais un peu, tu t'avances malgré ça. Ouais. Du coup, toi, ta manière de faire vis-à-vis de ce genre de choses, c'est je calcule pas, je fais comme si ça n'existait pas, ou c'est de mettre en face des gens qui ont ces comportements-là leur bêtise. J'avais pas cette sagesse-là à l'époque. Hein. Non. Moi, c'est mon truc, c'est... tu vas voir que je suis tellement chaud que t'as pas le choix, en fait. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Tu vois, tu m'aimes pas, je suis blanc, je suis noir. T'as pas le choix, tu vas faire avec moi. Donc... pourquoi je dis ça ? C'est parce que très rapidement, j'ai compris que c'était pas... en tout cas, moi, je l'ai vécu... parce que ça aussi, c'était un autre plafond de verre. J'ai vécu aussi ce manque de solidarité entre les minorités. Parce que j'ai vécu ça aussi, du côté de part des amis noirs aussi, tu vois, qui pouvaient me traiter de bounty. En plus, c'est intéressant ça, parce que le terme bounty, c'est genre noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur, c'est toujours utilisé par les Noirs d'ici. Ceux qui sont nés ici. Moi, je suis né au Bled. Il n'y a aucun Africain du Bled qui va te traiter de bounty. Tu viens d'où ? Moi, je viens de Guinée-Bissau. Et mes parents il y a plusieurs origines. C'est aussi pour ça que je pense comme ça. C'est que mon père, il est métis. Il est métis allemand Guinée-Bissau. Et ma mère est métisse Guinée-Bissau cap-verdien. Et donc, du coup, dans le pays d'où je viens, parce que je suis né là-bas, y a pas on ne pense pas comme ça. Les religions, les couleurs, c'est très, très mélangé. C'est pas ça, c'est qui tu vas être qui va compter. Et moi, j'ai grandi là-dedans. Mon père et ma mère m'ont enseigné ça. Donc, et du coup, dans mon parcours, j'ai vécu aussi cette limitation, ce plafond de verre, comme tu le nommes, aussi par des gens qui me ressemblent. C'est-à-dire que je ne pouvais pas grandir dans le ghetto, donc avoir les codes, les ambiances du ghetto, etc. Et en même temps, être très bon à l'école. Ouais, t'es un bouffon ou t'es un bounty. Pourquoi ? Parce que je pouvais parler comme on parle dans le ghetto, et en même temps, j'avais un autre langage. Voilà, et puis j'adorais les livres, c'est aussi pour ça qu'après... moi aussi, je me suis senti très vite singulier. Je me suis dit, OK. Et donc, du coup, très rapidement, pour moi, c'était... mais il n'y a personne qui va me mettre de limite, en fait. C'est marrant ce que tu décris, parce que ça me renvoie à... Il y a quelque chose qui se passe, effectivement, quand tu es issu de l'immigration arabe, en particulier africaine, donc maghrébine et africaine en général. Il y a ce truc-là c'est quand tu es en France, quand tu parles bien français, tu fais le blanc. Exactement. Et en fait, moi j'ai l'impression que ça, c'est un des plafonds de verre les plus persistants chez nous. Je parle pas forcément des gens qui viennent du ghetto, du quartier, de quartier. C'est vraiment des personnes qui sont dans ce truc-là et qui restent entre eux dans cette espèce de bouillabaisse de médiocrité. Je le dis comme ça parce que c'est la réalité, tu vois. Et qui préfèrent se dire, ouais, moi je vais rester dans mon truc et parler je vais pas enrichir mon vocabulaire et je vais pas être en mesure de parler à d'autres des personnes de couleurs différentes ou de classes sociales différentes parce que je suis pas un blanc, moi. Je fais pas ça, tu vois. Et ceux qui font ça, c'est des blancs, tu vois. Et ben justement, moi, je suis complètement d'accord avec toi, mais j'irai encore plus loin. C'est de la soumission. Ça, tu te soumets, en fait, à ce qu'on te demande. C'est la suite de la colonisation. Exactement. T'es encore un esclave. Parce que dans l'image de la domination blanche, pour que tu sois un bon Renois ou un bon Maghrébin, etc., tu n'as qu'une manière de parler. Tu vois ?
Bah non, moi j'aime ma culture africaine, ma culture de banlieue, je dirais même ma culture, je vais dire ma culture hip-hop, pas dans la musique, mais dans la mentale, qui est aussi une culture très entrepreneuriale où je suis maître de mon destin et même quand t'es petit, je le prenais comme ça, mais maintenant, avec mon parcours, c'est aussi une vision spirituelle de liberté. Et ben en fait, non, il n'y a personne qui va te mettre de limites. En tout cas, pas ici sur cette terre. Et en fait, ouais, agir comme ça, c'est de la soumission complète. C'est-à-dire, bah ouais, t'as dit oui à ce qu'on t'a demandé de faire. Et moi, dire oui, c'est compliqué. Et ça vient peut-être de ton esprit singulier. Ouais, ça, c'est plus tu me dis faut pas faire un truc, plus je vais le faire, en fait. Ok. Ça, c'est la base. Ok, donc là, donc oui, tu arrives au lycée. Ouais. Tu as ce truc-là un peu de truc de bounty, etc. Et puis un jour, bah, tu travailles. Ouais, je travaille. Ouais. Est-ce que au travail également, tu as rencontré des plafonds de verre, même si voilà, tu les as défoncés, tu vois. Tu en as rencontré dans quelle mesure et pourquoi? Ouais, bien sûr. J'ai vécu un moment comme ça. Un moment, bon, moi, je suis le premier d'une famille africaine. Mes parents, ils ont des problèmes. Ils ont pris un crédit. Je dois les aider à les rembourser. Je suis l'aîné. Allez, on y va. Ils me demandent, et c'est même pas une demande, c'est tu dois, entre guillemets, sauver ta famille. Tu es le premier, c'est ton boulot, en fait. Et en fait, je suis dans l'obligation de gagner beaucoup d'argent, sinon ils sont vraiment dans la merde. Donc, parce que je fais des études dans les sciences du comportement, etc., et que dans l'accompagnement, je me sers de mes skills, en fait, et je fais 3 boulots en même temps, d'accord ? Et quand je fais 3 boulots en même temps, bah, j'arrive à passer de veilleur de nuit dans un hôtel jusqu'à la direction de cet hôtel, tu vois. Mais là, le plafond de verre, c'est quand les gens ils me voient arriver dans cet hôtel, et ben, je suis Patrick, le veilleur de nuit, qui travaille là pendant ses études et qui est le fils de Rougui, ma mère, qui est celle qui fait les petits déjeuners. Tu vois ? Dans l'hôtel. Dans l'hôtel. Incroyable. Tu vois ? Ma mère part parce qu'elle se lance dans l'entrepreneuriat, etc. Ouais. Parce que, tu vois, mon esprit, ça vient de quelque part. Et ma mère part. Et là, du coup, je dois gagner de l'argent. Tu vois ? Donc, mon seul moyen, c'est de me dire comment je fais pour gagner de l'argent. OK, tout de suite, on me donne l'opportunité de gagner plus parce que il y a pas un changement de propriétaire, mais un changement de direction. Et donc, on me donne cette opportunité-là. Là, je mange tout le monde. Mais ce à quoi je dois faire face, c'est que tu as toutes les personnes qui m'ont vu en tant que veilleur de nuit. Bah, maintenant, ils sont obligés de me voir pour prendre leurs vacances. Tu vois ou pas ? Et là, tu dois faire un travail. Parce que tu dois comprendre que c'est aussi compliqué pour eux. Tu vois ? Parce que je suis le fils de Rougui qui est veilleur de nuit. Et je deviens le directeur adjoint à qui ils doivent demander l'autorisation pour partir en vacances, qui comptent leurs heures, qui vérifient les trucs, etc. C'est compliqué, tu vois. Tu deviens le plafond de verre des personnes... tu deviens les plafonds de verre des personnes avec qui tu travaillais précédemment. Exactement. Potentiellement. Exactement, et pour eux, c'est compliqué. Ok. Est-ce que tu dirais, du coup, parce que j'ai l'impression que t'es quelqu'un qui... Moi, j'ai l'impression, je le sais un petit peu, mais j'ai l'impression, en tout cas, quand j'entends ce que tu dis, que t'es quelqu'un qui a la patience de non pas subir, mais de... Tu vois, voilà, je suis pragmatique, je suis dans une situation, c'est pas celle que je veux, mais je suis capable d'attendre pour atteindre mes objectifs. Ouais. Et dès que tu as l'opportunité de sortir de la situation, tu l'as saisi. Est-ce que tu dirais que... Enfin, déjà, est-ce que tu es d'accord avec ça ? Ouais, complètement. Est-ce que tu dirais que quelqu'un qui est dans une situation en France, parce que ce podcast il s'adresse aussi aux personnes qui malheureusement rencontrent des plafonds de verre et n'arrivent pas à les passer, est-ce que tu dirais que c'est forcément cet état d'esprit qu'il faut adopter, ou est-ce qu'il y a d'autres manières de le faire ? Pour moi, c'est la raison sine qua non pour pouvoir être libre. Parce que être libre, ça a un prix. C'est-à-dire, et ça s'apprend en fait. Et aujourd'hui, avec le recul, si j'avais pas vécu cette période-là, je pourrais pas vivre la vie que je vis aujourd'hui. C'est-à-dire, je pourrais pas être mon propre patron.
Parce que ça m'a appris que, ok, j'aurais pu dire, vas-y, c'est quoi ces connards, c'est Babtou, c'est portugais, c'est malien, toutes les personnes qui ont la haine sur moi. Non, 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 c'est normal qu'ils aient la haine sur toi. C'est normal, c'est humain. C'est humain qu'à un moment donné, tu vois quelqu'un petit, avancé, etc. Et donc, moi, le comportement que je devais avoir, c'est d'être vachement humble. Parce que ça bouscule. Et le but, c'est une phrase que je te dis souvent, le but, c'est pas de gagner. Le but, c'est pas d'avoir raison, pardon. C'est de gagner. C'est pas j'ai raison, je suis meilleur que vous, je suis au-dessus de vous. Non, le but, c'est que moi, je dois gagner beaucoup d'argent. Et je ne peux pas gagner beaucoup d'argent si eux, ils ne sont pas avec moi. Alors, est-ce que mon intérêt personnel compte plus ? Non, moi, il y a ma famille, là, qui compte. Là, c'est ma famille qui compte. Donc, ok, vas-y. Je me sers de tout ce que j'ai appris pour avoir des bonnes relations avec ces gens-là et pour qu'on performe ensemble. Et à un moment donné, qui j'étais, le petit que j'étais, ils l'ont oublié. Parce qu'ils voient que je suis juste, ils voient que je ne me la raconte pas, que je ne mets pas ça en avant, que je suis... et quand ils ont besoin de moi, je suis là. Okay. Tu vois ? Et moi, ça, pour faire le lien avec ce que je te disais, cet esprit, la liberté, c'est à ce prix-là aussi. C'est, ouais, tu es libre. Oui, aujourd'hui, je suis libre. Je me lève quand je veux, j'ai pas de boss, entre guillemets. Mais il y a des choses à faire. Je dois me lever si je veux gagner. Eh ben, je dois avoir un planning que moi je dois faire, je dois suivre des choses, je dois patienter sur ce que je veux réellement, je dois avoir cette patience, cette résilience et aussi cette humilité d'apprendre. Pour être un bon leader, il faut être un bon serviteur. La base. Tu peux nous expliquer cette phrase ? C'est une phrase que j'adore, c'est pour être un bon leader, il faut être un très grand serviteur parce que tu ne peux pas emmener des gens dans un endroit si tu ne peux pas te mettre à leur place. C'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, être un leader, c'est pouvoir savoir à quel moment on doit accélérer, à quel moment on doit être dur et à quel moment on doit aussi se dire attends, là, c'est pas le moment. Là, il faut les câliner, faut faire attention à eux, etc. Et ça, c'est pas quelque chose de... Tu vois, tout le monde peut se dire ah oui, c'est normal et tout, c'est logique. Si tu n'as pas vécu le fait de servir un moment dans ta vie, ce sera que de l'intellectualisation. Ce sera que des belles phrases. Et les belles phrases, les êtres humains, ils savent quand tu es un mytho ou pas. Tu vois ? Ouais. Mais quand ils sentent que tu les captes, que tu as vécu ça, là, ils te suivent. Ouais, j'ai capté. La maîtrise des sciences du comportement, ça a commencé quand pour toi ? J'ai envie de te dire, ça a commencé tôt, hein. Tu vois, ça a commencé tôt parce que c'est ce qu'on disait en termes de plafond de verre. Tu vois, quand j'apprends que ma couleur, c'est un problème, tout de suite, bon, ça, c'est avec du recul, mais tout de suite, avec le recul, je me dis, en fait, j'ai tout de suite commencé à capter les comportements, tu vois. Ok, ici, cette personne, elle agit comme ça. Ok, cette personne, elle agit comme ça. Moi, je veux quoi ? Ok, bah, je vais faire comme ça. Après, ça a pu être matérialisé quand j'étais à la fac. J'étais dans mon master de sciences de l'éducation et je fais c'était en 2005, ça date, un master de sciences de l'éducation et je fais mon... Je fais un mémoire. Parce que t'as l'air jeune comme ça, mais non, je suis vieux. T'as pas déclaré l'âge. Faites le compte. Je fais un master de sciences de l'éducation et je fais un mémoire qui s'appelle l'apprentissage tout au long de la vie. Et là, je tombe sur un gars qui avait, un tuteur des mémoires, hein, qui me dit ok, ça c'est bien Patrick, mais regarde de ce côté-là, il y a un truc qui s'appelle la process communication, c'est intéressant et tout. Il m'en parle. Je me dis mais putain, en fait ça je le fais ça. Ah mais ça s'appelle comme ça. Ah mais ça s'appelle comme ça. Et après je commence à me dire mais c'est quoi ce monde ? Et là, je me dis, vas-y, enseignement. Il commence à m'apprendre, tu vois. Et c'est pas quelque chose que j'ai dit. C'est quelque chose que j'ai... tu vois, moi, je suis un mec qui j'aime bien... Quand les choses sont importantes, je ne dis pas, en fait. Il n'y a que mes proches qui savent.
Et donc, c'est à partir de là que je commence à rentrer là-dedans. Et puis après, en même temps, je suis éducateur spécialisé. Et je commence... ce qui est très intéressant dans l'école que j'ai faite en tant qu'éducateur spécialisé, c'est que c'était l'école la plus dure, la plus cotée pour être éducateur spécialisé. Et en même temps, tu pouvais avoir un diplôme de psychologie. Okay. Et tu étais formé en psycho aussi. Okay. Donc moi, alors là... Genre master de psy Licence. Licence de psy. Licence de psy. Et donc, du coup, là c'est trop. Je bouffe tout. T'étais dans ton... J'étais chez WAM, tu vois. J'étais chez moi. Et je me rappelle que là, je rencontre là-bas une prof. C'était une rebeu. Elle était trop marrante. C'était elle, notre prof de psy. Elle m'a dit, mais Patrick, faut que tu fasses ça. Tu vois, et moi, je me dis, bah ouais. Tu vois, et là, je commence à vraiment être à fond là-dedans. Et puis c'est marrant parce que c'était à cette époque-là où j'avais 3 boulots, tu vois. Ça faisait partie d'un des boulots, ça, tu vois. Ouais. De ma éducateur spécialisé, et j'étais en formation en plus. Okay. Et donc, du coup, moi, j'y vais à fond là-dedans. Grâce à Dieu, j'ai ce diplôme, j'ai cette formation, j'ai cette équivalence. Mais moi, pour moi, voilà, je bouffe ça, j'arrête pas. Et puis quand j'arrête, je décide d'arrêter l'hôtel, là, je vais à l'étranger, je retourne voir mes profs et tout. Et je leur dis, ouais, j'ai envie de faire ça et tout. Ils me disent, ok, va suivre ça, va suivre ça, va suivre ça. Là, c'est la fin, quoi, tu vois. Est-ce que, je déclare les choses, mais quelque chose qui est déjà connu. Donc, tu es aussi musulman. Ouais, clairement. Hein. Et musulman, malgré ton prénom, t'es pas converti, quoi. T'es né musulman. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu pas poser problème, mais qui a été quelque chose qui a été pointé, ou c'est quelque chose que les gens n'ont jamais su du fait que tu t'appelais Patrick et que tu t'évoluais normalement sans qu'on te pose de questions? Alors, les deux. C'est-à-dire que apparemment, j'ai une bonne tête, donc je ne me calculais pas trop. Tu vois. Et en même temps, ça a été pointé, mais encore chez les musulmans. Parce que encore chez les musulmans, j'ai pas l'archétype, tu vois. J'ai pas l'archétype. Y a un truc que j'aime beaucoup, sur lequel je m'amuse beaucoup, c'est qu'en général, quand on découvre que je suis musulman, les frères, ils viennent, ils m'apprennent. Okay. Parce qu'ils partent du principe que je ne sais pas. Ouais. Tu vois. Et donc, du coup, moi, j'écoute parce que si je peux apprendre, c'est génial. Mais je trouve ça toujours super intéressant qu'ils partent du principe que je ne sais pas. Tu vois. Et ça ne me dérange pas parce que je vois que c'est de la bienveillance. Et en même temps, ça en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup sur le fait que pour vous, il n'y a qu'un seul archétype de musulman. Tu vois. Et je me dis... Et ça en dit beaucoup aussi sur le manque de conscience du monde musulman et de ce que c'est un musulman. En France notamment. En France surtout, oui, bien sûr, parce que quand tu vas dans d'autres pays... tu pars en Angleterre. Même moi je suis parti en Indonésie, c'est incroyable, tu vois, on est dans un autre monde, hein, vraiment. Mais en France surtout, c'est être musulman, il faut avoir un prénom musulman. Alors je le dis à l'antenne, ça n'existe pas les prénoms musulmans, il y a les prénoms arabes, et moi je ne suis pas arabe. Donc pour quelle raison je devrais en avoir un? Mais tout en... Ouais, parce que c'est important de faire la différence entre la spiritualité et la culture. Ouais. C'est pas la même chose. Et c'est ça aussi qui est beau dans la spiritualité. C'est que tu vas avoir une culture, tu vas m'apporter, je vais avoir une autre culture, je vais t'apporter. C'est ça qui est magnifique. C'est le fait que c'est cette différence qui est magnifique. L'universalité entre les gens, quoi. Exactement, c'est incroyable de se dire qu'en fait, en une religion, tu as des cultures, mais waouh! Alors pourquoi ici, on est encore obligé de, tu vois les cases, de se mettre dans une case? Combien de... Ah, t'es musulman, prends un prénom musulman. Quoi un prénom musulman? Je crois, ma culture, tu veux que je l'enlève? Que je l'efface, quoi. Tu veux que je l'efface? Pour faire partie du crew, quoi. Exactement. Alors que ça aussi, c'est un manque de conscience, c'est un manque de connaissance. Parce que lorsque tu connais l'histoire, même la conquête musulmane, les musulmans, ils ne faisaient pas ça. Quand ils arrivaient quelque part, ils n'enlevaient pas la culture.
Tu vois, c'est vraiment quelque chose de... C'est un manque de connaissances, un manque de savoir. Et c'est dommage. Tu me permets de parler de ton deuxième nom, du coup? Ouais, bien sûr. Parce que du coup, malgré tout, tu as un nom d'hommage qui est j'allais dire d'origine musulmane, tu vois, le piège, mais qui a un rapport à un prophète, en plus de ça, qui est le prophète Salomon. Et donc finalement, et là peut-être que les gens vont être choqués, mais Patrick Soulaye, Soulaye n'est pas ton nom de famille. Non, c'est pas non. Tu peux nous raconter l'histoire de ça? De pourquoi j'ai choisi ça? Pourquoi Patrick Soulaye et En fait, mon père, il m'a donné Patrick et Soulaye. C'est mes deux prénoms sur ma carte d'identité. Ah, donc vraiment, Soulaye, c'est ton deuxième prénom? C'est mon deuxième prénom. Et je ne voulais pas sur les réseaux qui est mon nom de famille. Parce que... Pour protéger ta famille. Protéger ma famille, protéger mon intimité, tout simplement. Et Soulaye, ça a toujours été un prénom que j'ai toujours affectionné. Vraiment, toujours. Et oui, ça vient c'est de Souleyman. Mais pourquoi que tu as toujours affectionné? Moi, je connais la réponse, je veux que tu la dises, je veux que tu dises la vérité. Non, en réalité, déjà, Souleyman, Soulaye, c'était l'un des prénoms d'un des meilleurs amis de mon père. Donc, il me l'a donné. Et puis, c'est l'histoire du prophète Salomon. C'est cette histoire qui est incroyable. Et c'est aussi la représentation d'une sagesse, la représentation comment dire, c'est ce que j'aime aussi, c'est que là aussi, il n'y a pas de case, tu vois. Quand tu vois l'histoire du prophète Souleyman, c'est une richesse incroyable et une humilité incroyable, tu vois. Et dans le monde dans lequel on vit, c'est compliqué, ça, genre. Ça ne peut pas exister. Donc, l'histoire de ce prophète, que la paix soit sur lui, elle est juste incroyable. Et quand moi, j'ai cet honneur-là, on le porte, quoi, tu vois. Tu l'assumes. Mais du coup, ça me vient une question. Ouais. Parce que comme je t'ai dit, on parle d'identité ici. Ouais. Est-ce que tu considères qu'il y a Patrick et Soulaye, ou Souleyman, mais Soulaye en l'occurrence? Est-ce que tu penses qu'il y a deux, ou que ces deux font un? Est-ce que ça implique différentes choses en fonction de ce que tu portes, tu vois, comme prénom? Bien sûr, c'est... Là, je vais te dire un truc, je crois que tu ne sais même pas, toi. Mais comme c'est ton émission, c'est cool. Je ne me suis pas converti à l'islam. D'accord? Parce que pour qu'il y ait conversion, il faut que tu sois d'un autre bord à la base. Mais c'est moi qui ai choisi l'islam. Pourquoi? Parce que mon père, à la base, il est chrétien. Okay. Tu vois? Et c'était un chrétien qui avait un comportement de zinzin. Donc mon grand-père, qui est musulman, a accepté... Grand-père paternel? Maternel. A accepté que mes parents soient ensemble. Là, ça va choquer plein de monde. Je ne jugeais pas mes parents. Il n'y a qu'Allah qui juge. C'est important, parce que je sais que c'est important. Et donc, du coup, mon père, par contre, lui, tout de suite, il m'a dit, Dieu, il existe. À toi de choisir quelle direction tu prends. Moi, j'ai choisi ma direction. C'est pour ça que je ne parle pas de conversion. Et Patrick Soulaye, pour moi, ça symbolise ça. Ça symbolise que moi, je ne vais pas renier mon père. Parce que mon père, il a une foi incroyable. Vraiment, il a une foi incroyable. Et dans notre livre, Issa, que la paix soit sur lui, c'est un prophète incroyable. Et pour moi, c'est un honneur d'avoir ces deux symboles dans mes deux prénoms, tu vois. Et donc, tu vois, ça, tu ne le savais pas. Alors, détrompe-toi, parce que, pour rappel, on a bossé ton storytelling ensemble, et je me rappelle très bien que tes parents et que ton grand-père, notamment, je me rappelle. Ok, bon, bah, c'est cool. Et donc, voilà, pour moi, ça symbolise ça. Et je suis très bien avec ça. Je suis très bien avec ça parce qu'aujourd'hui, tu vois, je me faisais cette réflexion-là. Il y a Noël qui passe, tu vois. C'est pas une fête musulmane, pas du tout. Même pas chrétienne en soi. Bon, même pas chrétienne, mais il y en a qui, dans cette période,
y en a qui, dans cette période, fêtent la naissance du prophète Issa. La paix soit sur lui. Ce que je trouve interrogeant, c'est que nous, en tant que musulmans, on ne dise pas à nos frères chrétiens bonne fête de la naissance du prophète. Parce qu'eux, ils le fêtent. Tu vois ? C'est pas nous de le fêter, mais d'accompagner ça. Parce que nous, là où ce qu'on a réussi, c'est que l'Aïd, tout ça, bah, y a des frères chrétiens qui nous le souhaitent. Tu vois ? Et pour moi, ça, c'est aussi quelque chose dans lequel on est tombé. C'est cet esprit de division. Tu vois ? On n'a pas conscience qu'en réalité, même si, bien sûr, il y a des choses qu'on ne partage pas, c'est clair, il n'y a pas de... Mais souhaiter la bonne fête à nos frères, je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait un peu plus faire. Je pense que... alors, j'ai pas envie de parler sans science, tu vois, c'est quelque chose qui me... Moi, c'est mon opinion. Oui, bien sûr, bien sûr. Et moi, je te partage mon opinion, non, mais on va dire de l'info que je détiens, pourquoi je pense qu'on ne le fait pas, c'est en raison du hadith, celui qui imite un peuple en fait partie. Tu vois ? Je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi ce truc-là qui a lieu, tu vois, qui fait qu'on ne fête pas. Tu vois, moi, par exemple, j'ai décidé de ne plus fêter les anniversaires. Ça m'a piqué, hein. Parce que ça a commencé par moi qu'on n'offrait plus de cadeaux, tu vois, genre, parce que c'était mon choix, tu vois. Mais les anniversaires, je les fête plus, tu vois, pour plein de raisons. Noël, bon, je l'ai jamais fêté. J'ai jamais fêté à qui que ce soit. Quand il y a un anniversaire, je dis jamais bon anniversaire, je dis ouais, longue vie à toi, tu vois. Genre, j'essaye en fait de me détacher de ces trucs-là en raison de ça, parce que en vrai, je me dis que bon, le propos en question, le hadith en question, il est étayé. Les gens qui en parlent, les lectures que j'en ai faites, c'est étayé, c'est assez étayé pour que je me dise, on ne sait jamais. Je préfère éviter. L'ardoise, elle est déjà longue. J'ai pas envie de rajouter des problèmes, tu vois. Mais moi, mon propos, c'est pas de le fêter. Alors, je suis d'accord, mais justement, c'est pas du tout ça. J'allais y venir. Mais néanmoins, je suis d'accord avec cette histoire de division du fait que, effectivement, ça crée. Il y a aussi ce. C'est bien parce qu'on en revient au sujet du podcast. Il y a ce truc où, et surtout en France, parce que je vois que dans d'autres pays occidentaux où il y a des musulmans, il n'y a pas ce problème-là en vrai. Tu vois, ça se mélange bien. Tu vois, les musulmans des États-Unis, moi j'aime bien la culture anglophone, tu vois, les musulmans d'Angleterre. Tu vois, il y a une forme de mélange qui se fait assez facilement. En France, la France est un pays de division. Tu vois, la France, historiquement parlant, a divisé l'Afrique. Dans comment ils ont dessiné les frontières. Ils ont divisé les peuples, parce que diviser pour mieux régner. Et du coup, il y a une forme il y a une mentalité, ça par contre c'est mon opinion, tu vois, il y a une mentalité, tout à l'heure on parlait du fait d'être colonisé par la colonisation de l'esprit, il y a une mentalité qui s'est développée où, comme vous nous rejetez, on vous rejette. Tu vois, genre, ça rend en fait, on renvoie la balle de ah bah ils veulent pas de nous en France. Eh ben nous on boycotte leurs fêtes, on boycotte tous ces trucs là, tu vois, tous les trucs liés à l'histoire française, tu vois, moi je me rappelle que l'histoire française ça m'a jamais intéressé, non pas parce que voilà, mais je me suis senti rapidement différent, pas concerné, tu vois, je me rappelle j'étais parti à Verdun pour apprendre de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale ou de la Première, je sais plus. Je m'étais endormi pendant le film, quoi. Tu vois, genre, j'avais rien capté. On devait faire une dissertation, j'avais rien capté. Ça m'intéressait pas. Et je pense qu'il y a ce truc-là qui se crée aussi dans voilà, on ne fait pas en dehors de la partie religieuse, spirituelle, tu vois, ou dogmatique. Noël, flemme, quoi. Et nous, on est là dans nos trucs, voilà. C'est pas la date de la naissance de Issa, tu vois, alayhi salam. Il est né au printemps, il y a toujours ces discours qui viennent. Oui, mais tu comprends ce que je veux dire? Moi, je suis complètement d'accord. Il est né au printemps, etc., etc. Mais tu parles de créer du lien avec l'autre. Exactement. Moi, je parle de l'idée de montrer qu'en fait, pour moi, c'est très compliqué pour moi de lire tous les jours le Coran et de ne pas refléter ce comportement. Parce que toi, tu parles d'adversité, là, en vrai. Ouais, plus ou moins. Selon moi, ce qu'on doit faire devant l'adversité, c'est toujours s'en remettre à Allah et de nous faire ce qu'on doit faire. Tu vois ? Donc, parce que tous les prophètes, que la paix soit sur eux, est-ce qu'ils ont changé de comportement dans l'adversité ? Non.
Tu vois? C'est ce que je comprends. Et en même temps, si par exemple, tu vas sur... si je prends ton exemple de la guerre, etc., ouais, mais quand tu t'intéresses, ben on était là. Et si nous, on ne dit pas on était là, eux, ils ne vont pas dire ça. Ça me rappelle la vidéo sur ceux qui oublient, ouais. Ils restent esclaves. Exactement. Alors que ceux qui écrivent l'histoire, ils contrôlent un peu en contrôlant la narration, tu contrôles le... C'est ça. Je sais plus comment tu l'as dit, tu vois. C'est que la différence entre le maître et l'esclave, c'est que l'esclave oublie, alors que le maître, il écrit. Et ce qui est fou, c'est que tout ça, c'est écrit. Tu vois? Notre manière de nous comporter dans notre livre sacré, c'est écrit. L'histoire, c'est écrit. L'histoire, elle est écrite. Après, il y a l'histoire qu'on nous raconte qui est fausse. Tu vois? Et moi, c'est toujours la même idée, c'est que on est dans un monde où tout le monde veut nous mettre dans des cases. Et ils arrivent à nous mettre dans des cases parce qu'on fait tous confiance à des gens qui ont une posture, soit religieuse, soit politique, et on ne lit plus. Donc, ces gens-là, on ne peut pas les confronter avec leur ambivalence. Tu vois? Parce que pour avoir la chance d'avoir été dans beaucoup de domaines professionnels, personnels, dans différents domaines professionnels, mais dès que les gens ont du pouvoir, ils sont ambivalents. C'est humain, c'est pas grave. Mais du coup, lorsqu'on voit aussi la force, selon moi, d'un peuple sur ce que tu obliges à ton dirigeant de faire. Il y a des dirigeants, par exemple en France, bon, c'est un peu moins le cas en ce moment, mais à une certaine époque, il y a des dingueries qu'ils ne pouvaient pas se dire. Ils vont dire, là, on va tous les mettre dans la rue. Tu vois? Ouais. Et là, ils sont en train de bosser là-dessus depuis des années pour qu'on soit docile. Tu vois? Ils ont réussi. Parce que tout ça, on a oublié. Tu vois? Donc, c'est pour ça que, OK, il y a ce qu'on nous demande de faire, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'on nous demande de faire? Tu vois? Moi, je ne vais jamais... Il n'y a personne qui va me dire c'est ça, je ne vais pas aller regarder. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comme je le disais au début du podcast, j'ai vu trop de... Les gens, on essaie trop de nous limiter. Et moi, il y a juste pour ma notion, mon besoin de liberté, c'est pas possible. Okay. C'est pas possible. Tu viens de parler de liberté. Ouais. Et du coup, ça me fait venir à l'entrepreneuriat. Ouais. Parce que c'est très important pour moi, l'entrepreneuriat. Je pense que c'est la clé pour briser les plafonds de verre. C'est la clé pour également s'émanciper en fait, d'un système qui nous contraint. Ouais. Et qui du coup crée ces plafonds de verre volontairement, tu vois, de manière systémique pour empêcher, je pense, ça c'est mon opinion que je te donne, pour empêcher les Noirs, les Arabes, même les Asiates, les femmes, les musulmans, les Juifs, tu vois, tout le monde, d'accéder à certaines places dans la société qui leur donneraient trop de pouvoir pour après être contrôlés, tu vois. Voilà comment je vois, c'est ma perception du monde. Je suis complètement d'accord. Mais l'entrepreneuriat, si tant est qu'on se laisse pas happer par ce qu'on se disait tout à l'heure, tu sais, les tentations que peut entraîner la richesse et le pouvoir que ça peut donner. C'est pour moi la clé. Et d'ailleurs, en tant que musulman, on est encouragé à faire du commerce. C'est clair. Parce que ça augmente ton tawakkul à fois 1000, tu vois, versus un salarié qui ça paye tous les mois, qui du coup se laisse porter par les événements. Toi, déjà, à quel moment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et pourquoi? Il va me mettre dans la sauce. Pourquoi? Non, tranquille. Allez, on y va. On est authentique. Quand je suis à la direction de l'hôtel, on me fait une grosse proposition. On me dit, Patrick, j'ai 2 grosses propositions. J'ai une proposition parce que je ne l'ai pas dit, mais j'étais dans le monde de la musique. J'étais un artiste. Et j'ai une proposition d'une maison de disques. Ça aussi, il y en a qui vont le voir, ils vont se dire « Ah ouais? Mais non, Immense, si, juste je ne vous l'ai pas dit. » J'ai une proposition d'une maison de disques. Et j'ai ces 2 propositions, d'accord? Proposition de maison de disques. Après, j'ai un ami qui est toujours dans ce monde-là, qui fait des clips. Et là, on fait un clip pour un énorme rappeur.
Et je vois la vie de ce rappeur. Mais là, je le vois, je suis là, quoi. Parce que mon ami me demande d'être son premier assistant réel. Donc, je côtoie ce mec. Et ce que je vois ne me plaît pas du tout. Surtout que je viens de me taper 4 ans à faire 3 tafs, que ma femme, elle est là, etc. Elle me soutient. 20 ans de mariage. 20 ans, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Je ne me vois pas lui faire subir ça, quoi. Donc là, je dis ça, c'est mort. Du coup, il y a cette proposition qui reste, voilà, où je me dis, bon, bah, c'est bien, parce que la proposition, c'est, oui, on est en train de créer une franchise. Je vais faire simple. On est en train de créer une franchise, on fait péter cette franchise, et après, tu pourras en gérer plusieurs. Franchise de la maison de disque, du coup? Non, franchise de l'hôtel. Okay. On est en train de créer une franchise de l'hôtel, et ça s'appelle un hôtel boutique. Ouais. Et en fait, ce type d'hôtel boutique, on veut en créer, le plan, c'est d'en créer plusieurs dans le monde. Cool l'idée. Ok. Moi, je me dis, bah vas-y, c'est cool, je vais faire ça. Et un jour, la première année où clairement j'ai les clés, etc., je fais tout. Je dois juste rendre des comptes au propriétaire pour dire, voilà, c'est ça. Cette personne avec qui on a fait monter l'hôtel avec des bons chiffres, etc., sur un rendez-vous, me traite comme une merde. Le propriétaire? Ouais, il me traite comme une merde. Mais vraiment, hein, je me rappellerai toujours, c'était le 17 janvier 2017. 17 janvier 2017. 2017. Et je me suis dit, bien fait pour toi. Pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai autorisé à faire ça. Comment? Je suis resté trop longtemps là-bas. Après la confiance. À la base, exactement. À la base, c'était pour régler l'histoire de mes parents. J'avais réglé l'histoire. J'avais remboursé les dettes. J'avais plus besoin d'être là. C'était pas mon monde, ça. Ça, c'était le plan d'avoir ça. Je voulais sortir quand même avec le titre de directeur, parce que pour moi, c'était important. Que ça soit reconnu sur papier et pas juste... voilà. Et normalement, mon plan, c'était de partir. Quand il me traite comme une merde, je me dis, tu vois, tu l'as oublié. Et là, je me dis, ok, d'accord, je reste, je fais mon plan pour partir. Là, s'il voit cette vidéo, il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant. Tu veux lui faire un petit dédicace? Donc, c'est pas grave. Merci. En fait, merci pour lui, merci à lui. Parce qu'en vrai, peut-être que je serais resté dans ce monde par facilité, tu vois. Et pourquoi il a fait ça? Je sais pas. T'as pas de réponse? Si, je sais, mais j'ai pas envie de... En vrai, je sais pas. T'as un doute, mais tu... Voilà, j'ai pas envie de... Tu vois, et lui-même, il sait comment il m'a traité. Tu considères que c'est un plafond de verre que t'as rencontré à ce moment-là? En raison de ta couleur de peau? Non, pas du tout. Non, je pense que c'était de l'ego, là. Jalousie? Peut-être. Ego, orgueil. Peut-être que c'était pas... Ce que j'étais en train de faire, il aimait contrôler, et peut-être qu'il voyait que... Tu sortais du contrôle. Voilà. Peut-être. Peut-être que ce ne sera pas ça du tout. Mais en tout cas, il me traite vraiment comme une merde, factuellement. Et là, je pense qu'à ce moment-là, il pense que je vais me barrer. Parce que je ne fais pas semblant de ne pas aimer. Hein. Je lui dis OK. Et je ne me barre pas. Je me dis non. Je prépare un plan. Et là, c'est là que je vais voir mes anciens profs, que je commence à réfléchir. Je me dis OK. Et je commence à accompagner gratuitement à partir de ce temps-là pour savoir est-ce que mon plan il est bon. Tac. Après, je fais mon plan. OK. À quoi j'ai droit si je pars? OK, j'ai droit à ça, etc., etc. Quand je pars de là-bas, j'ai ma structure qui est prête. J'ai déjà des clients et je pars. Je suis pas dans le vide et j'ai de l'argent à gauche. OK. C'est là où je me dis non, mais en fait, t'as jamais été fait pour que quelqu'un soit au-dessus de toi. T'as jamais été fait pour ça. Mais t'as réussi à le supporter. Mais parce que le plan, c'était mes parents. Et aujourd'hui, avec le recul, le plan que Dieu avait mis pour moi, il fallait que j'apprenne. Il fallait que j'apprenne cette rigueur. Il fallait que j'apprenne à être avec ce type de personnalité. Il fallait que j'apprenne. Fallait que j'apprenne là.
Et quand lui me traite comme ça, aujourd'hui, c'est Dieu, il te dit, mais qu'est-ce que tu fais encore là, en fait? Réveille-toi. Tu ne dois pas rester là à 10 ans, en fait. Tu vois, c'est marrant, mais bon, du coup, ça me renvoie à quelque chose. Ouais. Ok, c'est intéressant. Ça me renvoie à... moi, je note une... bon, après, je te connais, donc en plus, ça confirme. Tout à l'heure, tu parlais de Souleymane et de la sagesse de ce prophète, alayhi salam. Et en gros, tu as la sagesse de dire, j'ai le plan, je reste focus sur le plan. Et quand le plan est accompli, je peux partir. Et tu vois, donc... Donc tu me dis que c'est avec le recul que tu comprends que le plan d'Allah, c'était toujours le plus grand de toute façon. Tu n'as jamais idée, tu vois. Ça me fait penser à une vidéo qu'on voit souvent sur Instagram tourner. C'est genre, t'as un vieux monsieur qui plante un pommier, le pommier il pousse, il y a plein de pommes, et d'un coup le vent il défonce le pommier, et en fait les feuilles qui sont éparpillées, elles font pousser plein de pommiers autour de lui. Et après il y a une phrase, le plan d'Allah il est toujours plus grand que le tien. Bon, ça me fait penser à ça, tu vois. Mais ce à quoi tu me fais penser quand tu me parles de ça, ça me fait penser en fait d'un côté, tu avais en fait une forme de tawakkul à ce moment-là, où tu te dis, ok, j'ai confiance, je fais mon plan et je verrai ce qui se passe. Et j'ai l'impression que c'est ce qui manque aujourd'hui aux musulmans de France. Tu vois, qui se disent, ouais, ils savent qu'ils doivent faire le hijra. La plupart, ils savent. Ils ont envie de partir, ils n'en peuvent plus de la France. Ils ont peur pour leurs enfants, l'éducation à l'école qui c'est la décadence, machin, tu vois, la fitna. Mais ils sont bloqués. Ils sont bloqués dans... Et eux, ils n'ont pas forcément de plan. Ils ont tu vois, ce truc-là du je veux partir, je sais que je dois partir, mais vas-y, c'est dur. Et vas-y, j'ai 2 enfants et je suis marié. Et comment je vais faire si je vais au bled? Donc, quel pays je choisis? Comment je vais faire pour travailler là-bas? Ce ne sera pas le même niveau de vie. Machin, tu vois. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Toi qui, visiblement, tu vois, en vrai de vrai, moi, tu me décris que des plafonds de verre depuis tout à l'heure, mais c'est comme s'ils n'existaient pas et que tu avais la patience de te dire je vais réussir à les passer. Qu'est-ce que tu leur dirais à eux pour qu'ils aient aussi, ils développent aussi ce mental, ils switchent un peu leur vision des choses et qu'ils arrêtent d'avoir peur au-delà du tawakkul, tu vois, qui pour moi est la base. Qu'est-ce que tu leur dis? Alors tu sais, déjà c'est très gentil ce que tu dis, mais il y a quelque chose qui voilà, a fait que j'ai passé à l'action, c'est que la douleur elle était insupportable. Tu vois, pour moi c'était insupportable. Le fait qu'il est là aujourd'hui, ça va, mais juste le fait que je te dise qu'il m'a traité comme une merde, ce moment-là il était insupportable. Tu vois? Et je pense que la différence, elle est là. C'est que moi, à un moment donné, je n'accepte pas l'insupportable. Mais, en toute humilité, je pense qu'à ce moment-là, Dieu, il me dit, tu traînes trop. J'aurais dû partir avant. Et c'est quand l'insupportable arrive que je mets tout ça en place. Donc, je pense que quand les gens, ils sont encore dans quelque chose, c'est qu'ils peuvent encore le supporter. Tu vois ? Et c'est là où c'est problématique, c'est de travailler. En fait, la résilience, c'est bien, mais la soumission, c'est qu'à une seule entité. Tu vois? Moi, ce qui était insupportable, c'est de sentir un être humain essayer de me mettre son pied sur ma tête. C'était pas possible. Tu vois? Mais ça, c'est quelque chose qui est en moi. Et je pense que c'est ça qui manque aujourd'hui. C'est que les gens... ils ne sont pas soumis à la bonne entité. Tu vois? Et moi, pour moi, c'est paradoxalement, hein, mais je pense que c'est notre relation spirituelle qui n'est pas bonne. Okay. Tu vois? Qui n'est pas assez développée. Qui est pas assez... Moi, je ne suis pas quelqu'un... tu m'entends souvent, tu ne m'entends pas parler beaucoup arabe. Mais ma relation spirituelle, elle est travaillée tous les jours. C'est la première relation que je travaille quand je me lève, en fait. Je dis bien que je travaille. C'est pas quelque chose, je le suis. Non, je la travaille. Parce que pour moi, c'est tous les jours, tous les matins, je fais ce qu'il faut pour me dire je suis soumis à lui, personne d'autre. Et c'est un rappel. Donc quand un être humain essaie de le faire, pour moi, c'est insupportable. Donc, ce que je dirais juste, c'est que pour moi, c'est juste que ta relation spirituelle, là, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, frère. Alors, c'est pas un jugement, hein, parce que moi aussi, il a fallu des rappels. Et parce que ça veut dire qu'à l'époque, elle n'était pas assez bonne. Parce que oui, je peux te dire ça aujourd'hui, mais en vrai, j'aurais dû me barrer beaucoup plus tôt. Donc là, le conseil, c'est travailler ta relation à Allah, en fait. En gros. C'est vraiment ça. Parce que plus tu travailles ta relation spirituelle,
plus tu vois les signes. Ça me fait penser à la phrase d'hier, tu changeras quand la douleur de ta situation sera supérieure à la douleur du changement. C'est ça qu'on se disait. Exactement. Donc ouais, et effectivement, la tendance qu'ils ont, c'est... La tendance qu'on a tous eue à un moment donné, c'est d'attendre que la douleur arrive et de ne pas savoir l'anticiper. Exactement. Alors qu'en vérité, quand tu sais l'anticiper, tu te prépares. Tu vois. Et ça, c'est marrant. Moi, pour la petite histoire, parce que ça me renvoie à moi quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Donc toi, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat à ce moment-là. Ouais. Voilà. Moi, là, pour la petite histoire, je pense pas que c'était... Moi, je l'ai anticipé, la douleur. Tu fais de la connaissance de soi. Moi, alhamdoulilah, parce que je pense que je suis un esprit singulier, j'ai une capacité d'introspection qui est supérieure à la moyenne, on va dire. Et très jeune, j'ai compris que le salariat, ça allait être complexe. Très jeune, façon de parler. Donc moi, je suis parti travailler chez McDo, c'est le premier truc que j'ai eu, parce que j'avais pas de bac. Je me suis dit, vas-y, je vais aller travailler chez McDo. Ensuite, j'ai fait une école de cuisine, j'ai fait un CAP, j'ai fait du service, tu vois. Et j'ai travaillé dans le ferroviaire. Et je me rappelle, quand je suis allé travailler dans le ferroviaire pour une filiale de la SNCF, mon objectif, c'était de trouver une planque. Parce que les mecs du quartier, à Belleville, tu vois, dans le 19, je connaissais beaucoup de gars qui étaient là-bas, qui étaient dans cette entreprise-là et qui montraient des fiches de paye. C'était affolant, tu vois. C'était des 4 000 € par mois, 5 000 € par mois. Ils voyagent dans toute la France, ils ont une voiture. Et le seul truc qu'il fallait, c'était le permis de voiture. Tu n'avais pas besoin de diplôme, rien. Et le taf, c'était t'appuies sur un bouton quand il y a un train qui arrive. Et après, tu agites un drapeau quand le train il est passé. C'est tout. Rien de plus, rien de moins. Donc, le jour où j'ai le permis, je contacte un de ces mecs qui m'a parlé de ce taf. La semaine suivante, je suis en entretien. La semaine d'après, je suis en formation à Dijon. Et, subhanallah, je pensais tellement genre que j'allais trouver la planque. Et ben, je te jure, en une semaine, maximum, une semaine, donc j'ai fait 2 semaines de formation, une semaine de chantier, je me suis dit, ok, non, il va falloir que je trouve une solution. Ça va pas tenir ma vie, tu vois. Ça, j'avais 22 ans, tu vois. Je vais pas tenir là-dedans. Et donc, je commence à me renseigner. C'était l'époque de 2015, 2016, tu vois. Dropshipping, c'était le truc en vogue et tout. Et je commence et je tape comment devenir riche sur Internet. Et je tombe sur ça. Je prends une formation, ça marche pas. Et pourquoi je te raconte ça? Pour en gros te dire, moi, à ce moment-là, j'ai anticipé la douleur. Pourquoi je sais que j'ai anticipé la douleur? Parce que j'ai commencé à me former, j'étais encore salarié. J'étais pas en mode je vais quitter ou quoi. Et après que j'ai quitté, on m'a proposé un CDI et tout. Hein. Et vraiment, j'étais très bien payé, j'étais bien. J'ai refusé le CDI. Je me suis lancé. Au bout d'1 an et demi, 2 ans, j'avais pas fait d'oseille. Je suis retourné bosser. Sans me dire, ouais, j'ai mal, machin, etc. Genre, j'y allais parce que c'était nécessaire, en fait. Et en gros, ce que je me dis, c'est que moi, j'avais pas de plan comme toi. J'étais pas en mode, ouais, je vais travailler 2 ans. À chaque fois, c'était genre, je faisais 3 jours de taf, une semaine de taf, j'ai arrêté. 3 jours de taf, une semaine de taf, j'ai arrêté. J'essayais de récupérer un peu de chômage, je retournais. J'ai essayé de reprendre mes études. À côté, je bossais. C'était un cheminement très, très complexe. J'ai pas cette patience-là. Je pense que la patience que tu as développée, tu l'as développée avec l'expérience. À mon avis, tu as l'air d'être quelqu'un de patient aussi, peut-être dans le caractère, tu vois. Je sais pas si tu l'étais plus jeune. Non. Bon, en tout cas, tu l'as travaillé avec le temps, tu vois. Ouais. J'ai pas eu le choix. T'as pas eu le choix. Ouais. Ok. Moi, visiblement, j'avais trop le choix. Parce que, du coup, je l'ai pas travaillé jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, je suis plus patient qu'avant, mais tu as pu constater que ma patience, elle a des limites qui sont assez restreintes, tu vois. Comment on fait pour développer une patience comme ça je peux pas dire développer une sagesse, parce que la sagesse, ça s'acquiert avec l'expérience. Il n'y a pas le choix, tu vois. Ouais. Mais la patience, comment on fait pour développer ce truc-là et se dire, ok, même si je suis dans un moment douloureux, regarde, on parle à nos auditeurs. Vous êtes dans un moment douloureux, vous êtes peut-être cadre dans une boîte, on vous respecte pas, vous pouvez pas prier à l'heure, machin. Okay. Qu'est-ce qu'on leur dit à eux là pour leur dire, écoutez, développez votre plan, soyez patient et allez-y étape par étape, sans qu'ils tombent dans l'inertie du blocage de je reste trop longtemps et je pars pas. Comment on fait? Déjà, je te dirais que pour développer la patience, moi, comme je t'ai dit, j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix. Pas eu le choix, et je trouve que avoir développé ma patience, c'est aussi avoir accepté qui j'étais. C'est-à-dire que, tu sais, à un moment, quand on a le seum et tout, quand on est énervé et tout, on parle, on dit, tu sais pas qui je suis, moi. Et dans nos têtes, on se dit, genre, on n'a pas de limite. Mais si en vrai, tu as des limites. La patience, c'est accepter qui t'es totalement. On a des limites. Et celui qu'on n'a pas, c'est Dieu. Donc moi, j'ai accepté mes limites. Ok, là, lui, il me parle mal.
Si j'avais 10 ans de moins, il se serait retrouvé la tête, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, je peux rien faire. Là, ok, tu parles mal. Ok, très bien. Je me suis juste promis ce truc de, c'est la dernière personne au monde qui va me parler mal comme ça. Qui va pouvoir se dire, tu peux me parler mal comme ça. Mais du coup, ma limite, c'est quoi? Pas de plan, pas d'oseille. Moi, j'ai une femme. Moi, ma femme, j'en parle pas beaucoup, mais celui qui touche à ma femme, c'est chaud. Hein. Tu vois, c'est ma prunelle. Donc, ok, comment je fais là? Donc ça, je développe ma patience très tôt, parce que très tôt, je vois mes limites. Moi, j'ai grandi en Normandie, je suis le seul noir. Tu vois tes limites, même si tu n'acceptes pas ce qu'on t'impose. Ok, donc comment je fais? Petit à petit, pour me barrer de là, en fait, pour leur montrer qui je suis. Tu vois? Donc, je suis complètement conscient de mes capacités et de mes limites. Je ne me mens pas. Et de là, je mets le plan. Tu vois? Et de là, je me mets le plan. Et après, tu vois, je disais souvent à mes coachés, c'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas être commandant tout le temps dans ta vie. Des fois, il faut accepter d'être un soldat. Tu vois. Donc, tu mets le plan. Là, tu es commandant général, etc. Et quand tu as mis le plan, tu fermes ta bouche et tu es un soldat. Tu sais pourquoi tu le fais. Ok, on te parle mal. Ok, nanana, lui, il n'a pas eu raison. Nanana. Ok, mais tu sais, ferme ta bouche, fais. Tu vois, donc c'est vraiment ça. C'est avoir conscience de mes capacités, avoir conscience de mes limites, me dire, ok, je veux aller là-bas. Comment je fais pour aller là-bas? Bien sûr, on demande à Allah. Et après, on ferme sa bouche, on fait. Tu vois? J'ai pas eu à un moment donné, t'as pas trop le choix. On va parler un peu de ton personal branding. Ouais. Parce que, bon, voilà, j'ai l'honneur d'avoir travaillé sur ton personal branding. Non, je rigole. En gros, ton personal branding, donc maintenant qu'il est redéfini, et voilà, on est passé par plein d'étapes de repositionnement, etc. Ouais. Tu es passé par plein d'étapes de repositionnement, même déjà dans ta carrière, avant même qu'on se rencontre ou quoi. Et aujourd'hui, donc, tu t'adresses aux esprits singuliers. Ouais. Les esprits singuliers, c'est les personnes qu'on essaie de mettre dans des cases. Je reprends tes propos. Dans les cases type TDAH, type hypersensible, HPI, HPE, etc. Donc on essaie de mettre dans des cases ou qui se mettent eux-mêmes dans des cases, comme moi par exemple, où vraiment le TDAH, excuse-moi, il y en a qui disent que c'est un trouble neurologique, il y en a qui disent que c'est une cognition différente. Voilà, moi j'ai conscience des limites que ça impose et des entre guillemets potentialités que ça me donne en termes de plein de choses relationnelles, etc. Quand tu changes ce positionnement, tu tombes dans ce positionnement, est-ce que tu considères là, à ce moment-là, que tu passes un plafond de verre? Ouais. Ouais. Oh ouais, je passe un plafond de verre parce que quand on a bossé ce positionnement, je rajouterais aussi les personnes qui se sentent à part dans leur famille, oui. Ou même dans la vie en général, sans avoir mis de mots sur quoi que ce soit. Dans les esprits singuliers, parce que moi, par exemple, je me ressens beaucoup là-dedans. Oui, je passe un plafond de verre parce que c'est une autre manière pour moi d'avoir conscience de moi. C'est-à-dire qu'à un moment, on travaille ensemble ce positionnement et tu me dis, mais toi là, Patrick, t'es pas un peu... Je dis, arrête tes bêtises, qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas TDAH, je suis pas tout ça, moi. Et après, là où je passe un plafond de verre, c'est que, voilà, on emmène, moi et ma femme, on emmène mes parents manger, etc. On passe une bête d'après-midi, et là, mes parents, ils me racontent leur vie et tout. Et je me dis, mais eux, ils sont complètement singuliers. C'était le lendemain, en plus, ça? C'était le lendemain, ils sont complètement singuliers. Mon père, il me dit des choses que je sais déjà, tu vois, mais il me redit que clairement, il est HPI, plus de 170 de QI. Ma mère, il y a 4 ou 5 ans, je ne sais plus, elle découvre qu'en fait, elle n'avait jamais tenu un pinceau de sa vie. On découvre elle est douée, elle est hyper forte. Et depuis 4-5 ans, elle crée un tableau par jour. Donc, chez mes parents, il y a plus de 400-500 tableaux, tu vois. Et aujourd'hui, là, elle va exposer en Suisse. Tu vois, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Et là, je me dis, mais
elle aussi, elle est singulière. Ma petite sœur, qu'on essaye de... qui elle aussi est déclarée précoce, intelligence précoce, qu'on a essayé de faire sauter des classes 2 fois. Et là, j'ai ta voix en tête qui me dit « Mais Patrick, t'es pas sûr que toi ?» C'est héréditaire. Et là, tu me dis « C'est héréditaire ». Je me dis « Ok. » Sans avoir besoin de savoir en quoi précisément je suis singulier, j'accepte que je le suis. Parce que pour moi, c'est pas important l'étiquette. Pour moi, c'est important de se dire, OK, c'est aussi pour ça que tout ce qu'on a raconté, les cas, c'était compliqué pour moi. C'était compliqué pour moi, c'était compliqué d'y rentrer, c'était compliqué de travailler pour les gens, c'était compliqué d'accepter ce qu'on essayait de me mettre, les étiquettes qu'on essayait de me mettre dessus. Je dirais même plus, c'est compliqué, c'était impossible. En réalité, c'était impossible, j'y arrivais pas. Même si je faisais, pour les besoins du plan, je faisais ce qu'il y avait à faire, mais à l'intérieur, c'était impossible. Donc, à ce moment-là, ouais, c'est un plafond de verre, parce que je m'autorise à avoir ce regard-là sur moi. À me dire, OK, ouais, là, t'es peut-être singulier, là. Et du coup, on se rend compte que tous tes clients sont singuliers également, quoi. Ouais. Même si ils veulent pas d'étiquette, justement. On se rend compte qu'ils veulent pas d'étiquette comme toi, qu'ils apprécient chez toi ce côté où tu les mets pas dans des cases. Et c'est là où il y a ce switch qui se fait et prise de conscience. Ça fait pas longtemps. On n'a pas encore testé jusqu'au bout, mais est-ce que tu sens qu'il va se passer quelque chose? Est-ce que tu penses que ça va changer quelque chose pour toi et dans ta vie pro ou perso? Moi, oui, clairement. Pour moi, c'est un autre... Parce que, encore une fois, la difficulté en tant qu'entrepreneur et surtout dans le métier que je fais, c'est de savoir se définir. Et moi, j'ai toujours dit ça, c'est compliqué de me définir. Et là, en trouvant ce positionnement, bah, c'est complètement moi. Et du coup, ça résonne. On l'a vu ensemble quand on a fait un lancement d'un nouveau concept, Nexus. Ils ont dit, mais oui, c'est ça, en fait. Et moi, même dans ma propre perception, aujourd'hui, j'accepte encore plus, je vais dire comme ça, parce que je ne sais pas comment le dire, mais toutes mes potentialités. Je suis quelqu'un qui voit de différentes manières, qui ressent de différentes manières, qui pense les choses de différentes manières. Mais je le gardais pour moi. Tu vois, dans mon métier, je m'en sers, ça marche très bien, mais je le gardais pour moi. Donc oui, je sens que... Et puis je le vois aussi dans les stats, les gens, ils se reconnaissent. Ouais. Depuis l'alignement, ouais. C'est ouf, mais les stats, elles ont... j'ai envie de dire explosé quand même en termes de visibilité. Maintenant, il faut développer ça au niveau du chiffre d'affaires et tout, mais franchement, impressionnant comment juste un petit switch qui crée l'alignement, bim, autour, ça fait quelque chose direct, quoi. L'impact, il se développe directement. C'est clair. D'ailleurs, on pourra dire que c'est pour ça que c'est important le personal branding. Mais bien sûr, c'est super important. Et c'est un truc qui prend du temps. Et en fait, ça prend du temps. Même si c'est une histoire d'identité. Moi, j'ai quelque chose autour de l'identité qui est très, très fort, qui me suit depuis longtemps, parce qu'il y a une quête d'identité depuis très longtemps également. Voilà, donc. Et ouais, le personal branding, c'est une histoire d'identité. Et c'est une histoire de patience, la patience de se trouver. Aujourd'hui, tu as 44 ans. Ouais. Je ne vais pas dire que tu viens de te trouver, parce que c'est par étapes. Tu vois, tu te rapproches au fur et à mesure des événements et des épreuves, etc. Mais là, on sent qu'il se passe quelque chose et les gens, ils sont impatients sur les réseaux sociaux. Ah, j'ai pas percé, ouais, ça fait 2 mois que je publie des vidéos, pourquoi ça marche pas? Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je suis face à des fois des prospects où je leur dis personal branding, ils comprennent pas l'intérêt de tenir dans le temps. Ils voient les choses de manière très fugace, tu vois. On a été habitué à la rapidité avec Amazon, avec, tu vois, avec les hooks, avec les reels, tu vois. 3 secondes où je me casse, tu vois. Bah, tu vois, c'est toujours, tu sais, moi j'avais un sensei qui me disait une phrase incroyable qu'il avait lui-même tenue de Jean-Pierre Foucault, qui disait pour être connu, il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Parce qu'en fait, dans tout ce qu'on fait, on explose parce que c'est nous. Et pour moi, c'est quelque chose de très important parce que, en vérité, c'est ça qui reste.
il y a très peu de temps, je crois il y a 2-3 semaines, je me suis rendu compte que j'avais perdu un proche. C'est bizarre ce que je dis, hein, qui était mort en 2020. Et que tu savais pas? Je savais pas. Je l'ai vu grâce à Facebook. Je ne savais pas. Et en fait, sur Facebook, je vois son nom. Je dis, ah, ça fait longtemps et tout. Et là, je vois que des repose en paix, repose en paix, repose en paix. Et pendant 1 heure, je remonte tous les repose en paix pour me dire, mais en fait, il est décédé quand? Et je mets 1 heure à savoir qu'en fait, il est décédé début janvier 2020. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, pendant 1 heure, il y avait des centaines de messages qui le remerciaient de qui il était, pas de ce qu'il faisait. Et je me dis, mais en fait, c'est ça qui reste. Là, toi et moi, on va faire des trucs, etc. On veut impacter, etc. Mais ce qui va rester, c'est qui on est. Tu vois? Et là, pour moi, c'était... déjà, c'était un choc. J'en ai parlé avec ma femme. C'est vraiment quelqu'un qui a compté, moi, dans mon parcours. Et ça a été une révélation pour moi de me dire, bah, lui, il était fort. Et il était extrêmement fort dans ce qu'il faisait. Mais les gens ne parlaient pas de ça. Ils parlaient de qui il était. Donc même nous, en tant qu'entrepreneurs, on va développer des services. On va développer des compétences. On va proposer nos services et nos compétences. Mais ce qui va rester, c'est qui on est. Et je pense que c'est pas pour te faire de la pub que le personal branding, ça doit être quelque chose de, comme la connaissance de soi derrière, mais ça doit être, dans le business, ça doit être quelque chose de central. Parce que ce que vous allez apporter, c'est bien, mais c'est ce que vous êtes qui va faire que ça a de l'impact ou pas. Parce qu'à la fin, c'est ce qui reste. Moi, ça me fait penser à un truc, je voudrais terminer là-dessus et avoir ton avis. On dit souvent, je pense en dev perso, à mon avis, c'est que les gens, ils veulent avoir énormément. Et qui pensent que pour avoir, il faut faire, alors qu'en fait, il faut être. Ouais. C'est d'abord, tu es, en fonction de ce que tu veux être, tu fais, et en fonction de ce que tu fais, tu auras. Sans oublier que c'est toujours Allah qui te donnera quoi qu'il arrive, tu vois. Mais il te donnera en fonction de la niya. La niya, ça reflète qui tu es, tu vois. Et dans ta niya, il te donnera si tu fais les causes. Les causes, c'est le faire. Et si tu fais pas ces causes-là, tu n'auras jamais. C'est clair, je suis complètement d'accord, mais... Je suis complètement d'accord. Il n'y a pas de mais dans ce que je veux dire. C'est vraiment même quand on, tu vois, d'un point de vue spirituel, même quand on lit le Coran ou même si on fait nos prières, mais si ça n'a pas un impact positif sur qui tu es, si on te dit musulman parce que tu as les codes en termes de langage, en termes d'habillement, en termes de ce que tu veux, mais qu'on te reconnaît que pour ça, qu'on te reconnaît pas par rapport à qui tu es, tu vois, pour moi, on revient toujours à la même chose, tu vois, et plus tu sais qui t'es, plus pour moi, c'est un signe de ta relation aussi à Dieu. C'est-à-dire que t'es pas mal là, tu vois. La relation à Dieu, gros sujet qu'on a évoqué hier, et qui, là, je termine vraiment là-dessus pour que les gens puissent réfléchir sur la question. On l'a dit tout à l'heure, on se l'a dit hier, j'en ai parlé avec une personne qu'on a en commun la semaine dernière. La relation à Allah, la relation à Dieu, c'est, je pense, le pilier qui fera la différence dans ce que vous voulez faire, avoir pour vos projets, pour la hijra, pour votre famille, etc. Donc, merci d'avoir... Merci à toi. Merci à toi, c'était incroyable. C'était vraiment cool. Et puis, tu vois, t'es un bon intervieweur en vrai. Hein. J'ai découvert ça il y a quelques... franchement, j'étais fatigué. Hein. Je restais où la caméra? J'étais grave fatigué. Mais en vrai, c'était bien. Ça t'a réveillé? Ah ouais, c'était grave bien. Non, j'ai découvert ça. Apparemment, je serais un bon intervieweur. Donc, t'es un très bon intervieweur. Ça fait plaisir. Questions profondes. J'essaie de pas... Tu vois, j'aime pas les... Tu sais, on a trop de podcasts où les gens, ils s'écoutent parler. Genre. Ils te posent des questions pour te raconter leur vie. Ouais, exactement. Mais non, on n'est pas là pour ça, tu vois. Franchement, en plus, il a rien préparé. Exact. Je viens, c'est une discussion naturelle. J'ai pas besoin de faire des rubriques, des machins. Il y a 3 piliers classiques, tu vois. C'est l'identité, l'entrepreneuriat, le personal branding. On parle un peu tout ça, tu vois. Et puis on voit où est-ce que ça nous mène. Et plus ça se développe, plus je vois ce qu'on peut faire. Et là, t'es, je pense, le 6e ou 7e invité. 7e, ce serait magnifique. Je pense que t'es le 7e. Donc merci d'avoir suivi ce podcast. J'ai pas d'outro, j'ai pas d'intro.
Voilà, on se retrouve sur un prochain épisode. Salam alaikum.